traiter, c'est un sujet assez large, mais on va traiter tout ce sujet. D'ailleurs, on en parlait tout à l'heure en prenant le café, on parlait de décrets tertiaires, décrets BACS, bon, enfin voilà, on va aborder tous ces sujets-là. Ravi également, effectivement, pour le grand circuit intégration électrique. Alors vous voyez, merci à Carole et Philippe, c'est un cycle de conférences qu'on a monté avec la FFIE depuis mars. On est ensemble, on a parlé réseau de communication dans le résidentiel en mars, on a parlé vidéoprotection et sûreté, on a parlé ça, c'était en juin, on va parler pilotage du bâtiment, et puis en novembre, on va parler silver economy. Vous voyez, donc on aura balayé un peu les différents marchés des intégrateurs électriciens, il y en a plein d'autres, hein. On aurait pu parler photovoltaïque, IRVE, voilà, mais il y en a plein d'autres, mais enfin, c'était le choix qu'on a fait sur cette année. Merci pour effectivement la co-organisation avec la FFIE, les partenaires, vous avez les logos des différents partenaires qui ont permis l'organisation de cette conférence. Et puis, on a un petit trombinoscope, voilà, avec toutes les personnes qui vont intervenir. Alors, un petit changement, je crois que le Covid circule un peu là en ce moment. Donc, on a effectivement quelques personnes en distanciel qui nous ont préservé aussi de ce Covid. Et donc, on est 3 en présentiel et 3 en distanciel. Alors, moi, je peux proposer qu'on fasse un petit tour de table de présentation. Et il y en a un d'ailleurs en distanciel qui va nous rejoindre dans quelques minutes, vers 10h. Ce petit tour de table de présentation, alors peut-être qui veut commencer? Alors Arnaud? Oui, bonjour. Donc Arnaud Alexandre, je représente le Consuel dans le cadre de mes fonctions liées au courant faible. Merci Arnaud. Joël? Oui, bonjour à toutes et à tous. C'est moi qui m'isole. Donc moi, je représente le GIMELEC. Le GIMELEC, ça rassemble les industriels qui conçoivent, fabriquent et pour un certain nombre d'entre eux déploient ce qu'on appelait autrefois les solutions d'électrique et d'automatisme. Donc là, c'est les solutions d'électrification, de digitalisation et d'automatisation dans un certain nombre de secteurs, dont celui du bâtiment. Voilà, merci Arnaud et Joël. Et donc, on a effectivement sur place avec nous donc David. Bonjour, je suis David Offer, je suis le président de la Fédération française de la cybersécurité. Voilà, on reviendra sur ces sujets de cybersécurité, bien sûr. Ensuite, François. Oui, bonjour, je représente la société Rexel et je m'occupe de tout ce qui est service sur les bâtiments tertiaires et tout ce qui est plateforme digitale, enfin le logiciel. Voilà, et puis pour terminer, et puis on va vous donner la parole, Pascal Teugenburger, donc vous êtes président de la FFIE, et puis je crois que vous avez aussi une petite présentation. Exactement, bonjour à tous. Écoutez, ravi d'être avec vous ce matin. Je vais d'abord vous rappeler ce qu'est la FFIE, et je vais peut-être prendre la zapette, à moins que... Si pour moi, mais je vais le faire, ça sera plus simple. Voilà, pour mettre une image aux paroles. Voilà. Donc la FFIE, donc un syndicat professionnel d'intégrateurs électriciens pour environ 8000 entreprises qui pèsent à peu près 20 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Donc je suis président depuis un an. Alors je dirais pas que le courant faible c'est ma spécialité, mais j'ai une très forte sensibilité pour le courant faible. Et évidemment l'intégration de ces courants faibles dans l'univers de l'énergie et du bâtiment. Donc on est aujourd'hui mobilisé depuis d'ailleurs plusieurs années à la FFIE pour qualifier, faire monter en compétence nos intégrateurs face à la nouvelle donne de l'électricité. La part du courant faible depuis 20 ans a fortement progressé sur les réseaux IP, par l'intégration de réseaux IP, par la connectivité de tous les appareils et terminaux électriques qu'on est amené à installer chez nos clients. L'apport évidemment d'une souplesse, de la maîtrise à distance ou en local de tous les usages électriques, de la mesure au pilotage et à la gestion intelligente en fait des bâtiments. C'est plus le futur, c'est aujourd'hui une réalité et on accompagne tous nos intégrateurs dans des cycles de formation, de qualification, des partenariats avec la cybersécurité. On a signé avec David il n'y a pas très longtemps
il y a quelques mois, juste avant les vacances, une convention pour pouvoir travailler ensemble sur cet aspect-là. Et on est donc voilà, on est évidemment en première loge pour pouvoir également demander à nos organismes de formation en fait une évolution des formations pour pouvoir mieux appréhender en fait des ressources humaines, des personnes qui viennent dans nos entreprises et qui ont déjà un vernis sur les réseaux, sur évidemment toute la complexité de gestion des courants faibles. Voilà, donc pourquoi ça a évolué? Bon, comme je vous le disais, il y a une très grande, évidemment, il y a un très grand poids du courant faible aujourd'hui dans les bâtiments, qu'ils soient tertiaires ou résidentiels. Bon, ça passe par la fibre, évidemment, par tous les systèmes, je dirais, la prédominance des réseaux IP, en fait, à l'intérieur de nos bâtiments. Même un tableau électrique aujourd'hui devient IP, il est pilotable. On voit si les disjoncteurs sont enclenchés ou pas, et on peut agir à distance ou en local sur une supervision sur tous les systèmes de gestion énergétique. Je dirais que ça s'est vraiment accéléré depuis 2 ans parce que, bon, d'abord, malheureusement, il y a eu une guerre en Ukraine et ça a fait bondir le coût de l'électricité. Aujourd'hui, en fait, on doit assurer, nos clients nous demandent, alors au-delà de la production photovoltaïque, nos clients nous demandent de piloter les usages, au-delà même de la bonne pratique qu'on peut tous avoir. Il faut que les systèmes nous rappellent et interviennent pour l'humain dans la gestion de l'éclairage, du chauffage et de l'ensemble des systèmes énergétiques installés. Voilà, je dirais que ça a un peu anticipé de futurs décrets, hein, donc décrets tertiaires, décrets BACS, qui vont être en application et bon, plus fortement à partir de 2025, mais de toute façon, aujourd'hui, on sent un grand élan sur tous les systèmes connectés en fait, dans le bâtiment, et on concourt évidemment à l'intégration de ces terminaux. Voilà, donc c'est évidemment un axe stratégique. Donc ça, c'est un constat. Voilà, sur la partie gauche, vous voyez, donc on a récupéré une étude qui montre donc à la suite à la Creux, à l'enquête flash de la Creux, donc seulement 6% des bâtiments de plus de 1000 m² sont équipés de solutions de pilotage. Ça montre quand même la pauvreté. Et encore sur les 6%, malheureusement, il y en a beaucoup qui sont à l'abandon parce que faute de maintenance. Et donc, on doit évidemment aller au-delà et équiper. Et aujourd'hui, dans les bâtiments neufs, sont équipés de plus en plus. Oui, juste pour faire un écho là, sur ce chiffre-là, si je comprends bien, aujourd'hui, bon, le décret tertiaire, c'est plus de 1000 m², donc tous les bâtiments plus de 1000 m² sont concernés par le décret tertiaire. Et puis le décret BACS, finalement, je crois en 2027, c'est 60 kilowatts. C'est ça, on a 70 kilowatts. Et donc ça veut dire que 2027, tous ces bâtiments aussi seront concernés par l'équipement de GTB. Exactement, voilà. Donc pour nous, évidemment, c'est un formidable challenge parce qu'il faut former les équipes, trouver les matériels compatibles avec la plus grande ouverture possible sur tous les systèmes déjà installés, hein, que ce soit du chauffage, de la clim, toute la thermique et évidemment la force, la lumière. Donc on doit trouver avec les fabricants du Gimelec en ligne, évidemment, des solutions interopérables. C'est surtout ça qui est important pour nous et qu'on puisse installer pour 2027. Effectivement, il y a un décret contraint. Alors, moi, j'aime jamais trop parler de décret contraint parce que c'est toujours un peu le bâton, et puis c'est jamais très positif. Nous, on constate quand même qu'il y a une forte demande et on le fait aujourd'hui par le PV, par exemple. On n'installe pas de PV sans qu'il y ait du pilotage. Mais comme on a la chance de vous avoir avec nous aujourd'hui, Pascal, j'ai envie de poser la question. On voit le marché, c'est colossal finalement, le nombre de bâtiments installés. Vous avez aussi le photovoltaïque, l'IRVE. Bon, enfin, les électriciens aujourd'hui ça a beaucoup évolué en 10 ans, hein, comme vous le signaliez, donc sont au cœur de ces sujets. Est-ce qu'aujourd'hui, vous allez avoir les ressources humaines et aussi les matériaux qui vont permettre de suivre ces besoins ?
Oui, alors moi je pense qu'il y a d'abord pour la FFIE et ses intégrateurs, il y a une question de positionnement et d'image. Donc on n'attire pas des jeunes si on a une image ringarde, vieillissante, poussiéreuse d'un installateur électricien qui installe des prises de courant et de la lumière. Donc ça a vraiment changé. Il faut vraiment qu'on fasse, et on a commencé à le faire évidemment, de se positionner presque en start-up, parce qu'on a besoin de montrer que nos métiers ont tellement évolué qu'on a aujourd'hui besoin de développeurs, d'ingénieurs, de techniciens courant faible. Et effectivement, c'est un challenge énorme. Écoutez, on a dans tous les domaines d'activité, que ce soit l'industrie, l'automobile ou le bâtiment, on a besoin de techniciens. On a du mal à recruter, mais évidemment, si on est très attractif et qu'on montre notre beau visage d'intégrateur, on arrivera évidemment plus facilement à recruter et à former des jeunes. Oui, donc il y a un gros enjeu de recrutement pour arriver à réaliser toutes ces installations. Ouais. Merci. Vous avez d'autres diapos peut-être derrière? Non, voilà. Donc simplement nos liens habituels, le réseau. Les liens habituels des réseaux sociaux. Merci pour cette présentation. Bon, on va revenir, on va discuter ensemble et on va revenir dessus. Joël, alors on avait dit, on avait préparé bien sûr cette table ronde. Joël, si on fait un petit focus là maintenant sur la GTB, quand on préparait, on disait effectivement, peut-être qu'on pourrait rappeler les contextes réglementaires autour du BACS et du décret BACS. Et puis, ce qu'on se disait, c'est qu'il faut de l'humain derrière. C'est-à-dire que c'est un peu comme dans une voiture, on peut avoir tous les indicateurs qu'il y a dans le bâtiment, mais s'il n'y a pas de l'humain derrière pour piloter ce bâtiment, ça ne va pas marcher. Alors, avant de faire un rappel réglementaire, un petit rappel historique quand même, la GTB, je dirais pas que c'est vieux comme le monde, mais c'est quand même une technologie qui a quelques dizaines et dizaines d'années. Et comme ça a été rappelé très justement, ça a été une brique du bâtiment qui a jamais été réellement considérée au même titre que d'autres briques comme le bâti ou comme d'autres postes. Ce qui fait que derrière, le parc aujourd'hui il est très peu équipé. Et donc, ce que j'appelle moi une défaillance de marché. Et donc, quand il y a une défaillance de marché, il y a une nécessité de réglementer. Et donc, alors pour ce cas-là, c'est l'Europe qui impose donc aux États membres. Et donc, la France en 2020, puis après une révision en 2023, impose d'équiper de BACS. C'est une obligation de moyens, ce décret BACS. C'est une obligation d'équipement qui s'inscrit dans le décret tertiaire dont vous avez pu discuter hier, si ma mémoire est bonne. Voilà, on en a parlé un peu, mais il y a aussi une nouveauté, c'est que cette GTB qui n'était pas forcément au service de l'énergie le devient maintenant aussi. Et donc il y a un changement un peu d'orientation des objectifs de la GTB, si ça je l'aligne avec le décret tertiaire. Ouais. Bon, la GTB, je pense que tout le monde le sait autour de la table, elle a toujours pu gérer des sujets énergétiques, mais c'était pas forcément un sujet qui emportait la décision d'équipement, je pense, dans le monde où l'énergie était pas chère. Donc la GTB, elle peut faire plein d'autres choses, je sais pas, gestion des accès, alarme incendie, tout un tas de choses autres que l'énergie. Et il se trouve qu'aujourd'hui, ça n'a jamais été un driver jusqu'à très récemment, en tout cas pour les industriels du Gimelec, le sujet de l'efficacité énergétique. C'est en train de changer, tant mieux. Ce qu'on s'est dit aussi quand on préparait, c'est le grand changement, c'est le numérique. Et le corollaire à ça, c'est les données. Du coup, ça permet d'introduire un peu le sujet qui nous rassemble aujourd'hui. Ça pose plein de nouvelles questions. Donc le monde du bâtiment doit, au-delà du sujet très hardware de la GTB, se poser la question de comment je gère tout un tas de données. On peut en avoir une infinité, on peut en avoir très peu. Et ce qu'on aime rappeler, c'est qu'il y a deux questions à se poser. C'est dans un projet d'équipement de GTB, et de données, c'est qu'est-ce qu'on veut s'organiser en conséquence et ne pas avoir peur. Et là, je pense qu'on aura l'occasion de discuter de cybersécurité. C'est un sujet quand on a fait la première concertation avec l'administration pour définir la première version du décret BACS, les seules questions qui ont émergé, c'était des questions relatives à la cybersécurité. Ce qui montre quand même
la sensibilité du sujet, où on va lier une GTB qui peut contrôler le bâtiment avec éventuellement des potentielles attaques, et ça se réfléchit. Alors, on va continuer. Merci Joël là, pour cette précision. On va continuer donc avec ce tour de table, un premier tour de table. François, pour Rexel, effectivement. Là, on va regarder concrètement, c'est quoi aujourd'hui les plateformes qui gèrent les données et qu'est-ce qu'utilisent les intégrateurs électriciens de manière à illustrer ce projet, qui est plus qu'un projet, en tout cas, cette gestion des données. Et je crois que vous avez une plateforme qui s'appelle Open. Hein. Exactement, on a une plateforme qui s'appelle Open, qui veut dire optimisation et pilotage énergétique, et qui ne regroupe pas que seulement la concentration de la donnée, mais aussi la manière dont on va la capter et la collecter sur des bâtiments, quel matériel il va falloir installer, comment est-ce qu'on va rester interopérable avec d'autres systèmes, avec tous les systèmes qui peuvent déjà être en place sur un bâtiment ou qui seront forcément amenés à évoluer dans le temps, et qui va permettre aussi de répondre aux contraintes réglementaires dont vous parliez, puisque, comme le disait Joël, on a un certain nombre de réglementations qui sont venues se positionner pour imposer des moyens. Il faut derrière savoir comment est-ce qu'on répond à ces réglementations et comment est-ce qu'on veille à ce qu'on soit en conformité avec ces règles. Quand vous dites interopérable, là, j'imagine que vous allez développer, mais ça veut dire que vous pouvez vous connecter à tous les systèmes, tous les équipements qu'il y a dans le bâtiment, ou des fois il y a des trous un peu dans la raquette? Alors on sait qu'il y a des trous dans la raquette, il y aura toujours des trous dans la raquette. Les systèmes qui sont installés depuis des années n'étaient pas toujours tous complètement ouverts. On a un certain nombre de systèmes qui ne sont même pas communicants, mais qui font leur travail de régulation correctement. Mais on a quand même depuis quelques années de plus en plus de systèmes qui ont été installés, qui étaient faits pour communiquer sur des protocoles plutôt ouverts. Et donc l'idée c'est effectivement de pouvoir s'interfacer avec un maximum de ces systèmes et aujourd'hui de ne proposer que des systèmes qui soient interopérables et ouverts aux autres. Et la plateforme a vocation effectivement à les ouvrir. On va y revenir alors. Donc, du coup, je vous laisse avancer alors sur... Oui. Alors, je vous disais, Open, on a 3 grands axes de communication autour d'Open. Le premier, c'est la mise en conformité. On a un décret tertiaire. Je vous avais présenté ça d'ailleurs il y a quelques temps. Qu'est-ce qu'on faisait pour aider les utilisateurs à se mettre en conformité avec leurs obligations sur le décret tertiaire. Et là, on ne parle pas d'installation de matériel, mais plutôt de collecte de données liées aux factures et qu'on peut trouver sur des espaces publics. Et donc c'est de la donnée qui provient pas du bâtiment, mais de plateformes tiers. On a un décret BACS. Alors vous noterez la petite coquille dans la présentation. Le décret BACS touche bien tous les bâtiments à partir de 70 kW, mais ce sera 2027 pour cela. 2025, c'est tous les bâtiments d'une puissance supérieure. Mais néanmoins, on est quand même dans le focus de traiter pas mal de bâtiments d'ici 2027. Donc là, il y a toute la notion de mise en conformité avec ce décret, installation de GTB, installation de système de contrôle, et puis tous les contrôles qui vont aller avec derrière, puisqu'on ne nous impose pas simplement d'installer du matériel, mais aussi de contrôler que ce matériel fonctionne et qu'il produit bien des économies d'énergie. Derrière, il y a toute la phase de collecte et d'analyse de ces données. Vous le disiez, l'idée, c'est pas seulement d'installer une GTB, mais c'est de savoir quoi faire de ces données, les interpréter et identifier du coup des gisements d'économie d'énergie avec toutes ces données. Et donc, il y a tous les services qu'on peut apporter là-dessus. Les installateurs ont énormément de travail à faire ces prochaines années pour installer tous ces systèmes. Et l'idée de pouvoir les accompagner aussi dans l'analyse de ces données. Oui, parce que cette plateforme, il faut c'était une question que je me posais tout à l'heure, mais cette plateforme, il faut la connecter à ces équipements. Bien sûr. Donc il faut quand même qu'il y ait de l'humain derrière qui vienne à la fois le connecter puis maintenir tout ça, parce qu'il faut s'assurer tous les mois que la connexion fonctionne. Alors la connexion, on ne vérifiera pas qu'une fois par mois qu'elle fonctionne. Ça fait partie des choses que les machines font bien désormais pour vérifier que les connexions sont bonnes et alerter si jamais on a des problèmes de connexion. Mais en tout cas, l'humain n'est pas forcément toujours derrière son écran pour vérifier que ça connecte et ça fonctionne. Donc, et l'idée, c'est bien de pouvoir apporter une notion de ce qu'on appelle télémaintenance, télésupervision de ces installations pour alerter si jamais on a des soucis locaux. Mais effectivement, il y aura un humain qui devra intervenir sur les bâtiments pour connecter et aussi pour maintenir le jour où on a un problème de communication.
Et puis derrière, il y a cette notion de pilotage et suivi énergétique. C'est comment est-ce que je garantis à l'utilisateur qui vient installer ces systèmes, qui va bien réduire sa consommation d'énergie, comment je vais l'accompagner dans l'identification de ce qu'il peut faire sur son bâtiment pour accélérer la réduction d'économie, et puis qu'est-ce que je dois installer comme système de pilotage. Bon, la plateforme, je vous le disais, a plusieurs atouts. Il y a tout cet aspect mise en conformité. Je vous en ai déjà parlé. Il y a toute la partie gestion des économies d'énergie. On y rajoute en plus des notions autour de la collecte d'informations autour de l'eau, qui est une autre ressource qui va devenir importante dans la gestion des bâtiments. Et tout ce qui est la qualité de vie dans le bâtiment, le réguler pour baisser sa consommation, c'est une chose. Récupérer les informations qui garantissent qu'on apporte un bon confort d'utilisation aux utilisateurs, c'est mieux. Et on ne peut pas vraiment parler d'économie d'énergie sans parler de confort intérieur. On pourrait très bien s'amuser à baisser toutes les températures à 10 degrés dans tous les bâtiments en plein hiver et laisser du 28-29 degrés à l'intérieur. On réduirait beaucoup nos consommations, mais les utilisateurs seraient assez frustrés. Donc il faut bien corréler cette donnée de confort avec cette donnée de consommation. Et puis, effectivement, on le disait, il y a toute cette notion d'alarming, de tout ce qui va être gérer les alertes dès qu'il y a un dysfonctionnement. Ça peut être un dysfonctionnement technique d'un matériel, mais ça peut être aussi une dérive de consommation, une dérive de température. Donc la plateforme est faite pour identifier automatiquement ces alertes et la remonter à l'installateur pour que celui-ci puisse engager les bonnes démarches et gérer cette notion de maintenance. Dans les phases d'un projet, pour les installateurs qui vont devoir mettre en place toutes ces solutions, l'important c'est de les accompagner sur l'analyse du besoin, je vous le disais. Ça peut passer par de l'audit énergétique, ça peut passer par de l'analyse de consommation passée, pour identifier des dysfonctionnements de régulation. En général, la première étape, ce qu'on aime bien dire, c'est regardons déjà comment fonctionne le bâtiment à l'heure actuelle. Et pour ça, à partir des données que remontent les GRD, les gestionnaires de réseaux de distribution, que sont Enedis, GRDF, on peut vérifier que les systèmes fonctionnent à peu près ou ne fonctionnent pas du tout à partir ce qu'on appelle des cartes de chaleur. Ça vous permet d'avoir une consommation du bâtiment aux différentes heures de la journée, en fonction des mois, et ça permet d'identifier des dysfonctionnements majeurs. Donc on a tout un tas de petits systèmes simples qu'on peut mettre en place pour identifier le bon fonctionnement d'un bâtiment avant même la mise en place de système. Et puis, souvent l'installateur est confronté à un utilisateur qui a besoin de comprendre l'état de son bâtiment et de comprendre là où il va devoir agir. On sait qu'il y a un gros lobbying autour de l'isolation du bâtiment, c'est important effectivement, mais nos systèmes de régulation, nos systèmes de chauffage, de climatisation, ainsi de suite, sont de gros consommateurs dans le bâtiment, et donc savoir prioriser ce système de régulation plutôt que de l'isolation à court terme, ça peut être des arguments qu'on peut fournir à travers des analyses du bâtiment. Ensuite, il va y avoir tout le montage financier de ces dossiers, parce qu'on ne parle pas d'installation qui coûte quelques centaines d'euros, il y a un peu d'investissement souvent derrière, et donc il y a aussi un certain nombre d'aides qui permettent de financer ces installations et entraîner la décision des utilisateurs d'y aller plus rapidement que la mise en conformité avec les décrets. Et donc on apporte un support aux installateurs sur tout le montage de ces dossiers et la collecte des aides financières pour monter ça. Et on le fait à 100% pour eux, pour une part qu'ils aient besoin de gérer cette paperasse, si on peut les aider là-dessus. Et puis après, il y a tout l'accompagnement de la mise en service. Vous le disiez, on a besoin de se former, on a besoin de trouver les systèmes les plus simples et les plus rapides possibles à installer. Et là, on se positionne aussi avec des offres de formation, aussi bien sur les protocoles que sur les matériels possibles à installer. On va dans le service du prêt-à-poser avec des systèmes assez simples qui sont préconfigurés en fonction des typologies de bâtiments, avec tout un process qui permet de récupérer les besoins du matériel, du bâtiment, et de préconfigurer le matériel pour accélérer la pose sur les chantiers. Et on a tout un réseau de partenaires intégrateurs avec qui on travaille ça. On a toute la partie support technique à la mise en service de ces systèmes, puisqu'on a une couche de communication qui est un peu nouvelle parfois, et donc s'assurer que le matériel qu'on installe fait bien son œuvre de régulation, mais vient bien aussi se connecter à la plateforme.
Et puis on a toute la configuration des plateformes de remontée de données qu'on va mettre à disposition des utilisateurs. Qu'il faut paramétrer avec des données qui leur sont propres. J'ajoute aussi que souvent, d'ailleurs, les utilisateurs ont besoin de données qui sont liées à leur métier. Donc, c'est cette capacité à définir quels sont ce qu'on appelle les dashboards ou les tableaux de bord qu'on peut préconfigurer pour le besoin du client. Donc voilà, donc 3 phases. Une analyse du besoin, une aide au financement et au montage des dossiers, et puis un accompagnement après sur l'installation et sur la mise en service. Sur les tableaux de bord, là, je ne sais pas s'il y a des images que vous allez nous montrer de tableaux de bord. Non, je ne crois pas avoir d'images de tableaux de bord. Mais est-ce que le maître d'ouvrage, quand le maître d'ouvrage, il y a des maîtres d'ouvrage qui ont plusieurs bâtiments, est-ce qu'ils peuvent connecter l'ensemble de leur patrimoine L'idée, c'est effectivement d'avoir tout son parc de bâtiments si on a plusieurs bâtiments. Mais alors on a toutes les solutions dont on parle. Il y a des solutions qui existaient pour piloter de gros sites, de gros bâtiments. Là, l'idée, c'était d'avoir une plateforme qui puisse adresser aussi bien le client qui a un seul bâtiment et qui veut juste faire un peu de maintenance et de télésupervision que celui qui a 500 bâtiments. En fait, l'offre Open est partie d'un besoin de Rexel à l'origine, puisqu'on a quand même quelques centaines de bâtiments sur le territoire, et d'identifier quels sont les travaux qu'on avait besoin de mener sur ces bâtiments, comment collecter la donnée et les informations de ces bâtiments, et comment ensuite gérer ces bâtiments dans leurs consignes de température, les calendriers d'utilisation. Voilà. D'ailleurs, vous parlez, on va voir là sur les aides d'outils à la vente, mais vous parlez de fichiers C2E. Je crois que dans le cadre du décret BACS, il y a une grosse aide en ce moment qui est, si j'ai bien retenu, je passe sous votre contrôle, mais environ 50% de l'investissement de la GTB serait pris en charge par les C2E. Ça dépend des typologies de bâtiments. Sur certains bâtiments, on arrive presque à aller jusqu'à 100% des investissements. Pascal, oui, vous aviez une... De l'ordre de 80 à 100%. Alors je crois que 2024, on a reconduit le doublement de cette prime, puisqu'il y a vraiment une incitation gouvernementale à s'équiper. Je pense que cette prime, elle va diminuer après au fur et à mesure que les années vont s'écouler. Mais c'est intéressant de le faire maintenant. Alors c'est vrai que c'est un mécanisme un peu complexe, parce que c'est vrai, le rachat de ces 2E, c'est pas une simple prime avec un guichet, donc il faut trouver un obligé. Donc ça demande quand même un peu de travail administratif au-delà du travail technique. Oui, mais ce que j'entends, c'est que finalement Rexel, avec votre plateforme, vous accompagnez les clients à récupérer ces 2E, et qu'aujourd'hui les intégrateurs électriciens, s'ils vont voir des clients en leur disant que on finance grosso modo 80-100% de l'installation de la GTB, c'est tout gagné, quoi, finalement. En termes de développement d'activité, c'est merveilleux quand même. Tout gagné, je ne voudrais pas enlever le mérite commercial des installateurs qui vendent leurs installations quand même. Ça aide, donc tout gagner peut-être le mot est un peu fort, mais ça aide mais en tout cas, ça aide à la décision et ça accélère la prise de décision, c'est ce que je vous disais. Et l'offre en fait va un peu plus loin que simplement la collecte de ces 2E pour la restituer après aux installateurs. On gère aussi tout ce qui est avance financière pour ne pas impacter le BFR des installateurs. Donc alors, BFR, le besoin en fonds de roulement des entreprises. Donc ça veut dire que vous faites l'avance effectivement avant la récupération. Exactement, et on se charge du montage du dossier et on récupère après les C2E, donc on fait de l'avance de fonds sur le matériel. Et ça, il faut le faire maintenant, parce c'est le message qu'il faut passer aux intégrateurs électriciens, c'est-à-dire il faut le faire maintenant et le proposer maintenant à vos clients, vous intégrateurs électriciens, parce que dans 2 ans ou 3 ans, ça n'existera plus. Ouais, c'est parti. Et alors, au-delà même du décret BACS tertiaire et de la GTB, c'est surtout aussi, en ce moment, on est impacté par l'installation de panneaux photovoltaïques, parce que c'est aussi la demande. Il y a une demande qui est un peu tous azimuts dans l'électricité, et on doit avoir un rôle de diagnostiqueur, entre guillemets, même si ce n'est pas notre métier de base. On doit accompagner notre client sur les équipements en production, comme les équipements en gestion et d'énergie, tels que la GTB, GTC. Et j'y ajouterais même d'ailleurs une autre charge qui arrive à grands pas dans nos bâtiments, qui sont les bornes de recharge de véhicules électriques, qui vont être un assez gros consommateur également et qui auront besoin de gestion de cette énergie pour savoir si on a les moyens de charger ou pas les véhicules à l'instant T. Donc on a plein de bonnes raisons de le faire maintenant. Donc pour finir sur votre présentation, alors Benjamin va nous remettre la diapo. On présentait... Là vous avez avancé, il y avait une diapo juste avant. Voilà. Ouais. Il ne faut pas... Voilà.
Donc c'est juste pour expliquer qu'on a donc une plateforme qui est à disposition de tout le monde, des installateurs qui peuvent se connecter sur cette plateforme et trouver tout un tas d'outils qui leur permettent d'aller justement discuter de GTB avec leurs clients utilisateurs, que ce soit des outils simples pour identifier les gisements d'économie d'énergie sur les bâtiments avec des simulateurs d'économie d'énergie, des configurateurs de GTB, puisque pour sélectionner du matériel interopérable et le plus simple possible à installer en fonction des charges qu'on a à piloter. Aussi des configurateurs qui permettent de savoir si on rentre dans le cadre des décrets. Et puis surtout, on a une équipe quand même d'expertise sur le terrain qui sont là pour accompagner les installateurs. On est électricien, on n'est pas forcément chauffagiste tout le temps. Il faut parfois aller rentrer dans les chaufferies, identifier des systèmes qui sont pas toujours notre commun. Et donc l'idée, c'est de pouvoir apporter cette expertise sur l'identification des besoins de matériel. Je viens de dire, on est dans le chauffage souvent. On parle de boucles d'eau chaude et des choses comme ça. Néanmoins, on ne parle pas de connexion au réseau d'eau. On est bien sur un métier que l'électricien sait faire. On est dans de la régulation. On va venir connecter des capteurs et des systèmes d'automatisme sur des appareils électriques, enfin sur des appareils qui réagissent à l'électricité. Donc on est bien dans un métier qui peut rentrer dans le cadre de l'électricien. Très bien. Merci François. Là, je crois qu'il y a... Voilà, il y a vos coordonnées. Donc, juste pour rappeler au cher public, c'est que vous nous demandez les présentations. On fait un petit deal avec le public. On va vous envoyer un questionnaire de satisfaction en fin de conférence. Vous répondez à ce questionnaire de satisfaction et en contrepartie, vous aurez les présentations. Alors, un plaisir de vous avoir, Christophe, qui vous arrivez. C'est prévu comme ça. Hein. Just in time, là, pour avoir en anglais, juste à temps pour votre moment où on s'était dit que ça serait bien que vous interveniez maintenant. Je ne sais pas si vous avez pu complètement suivre les propos qui ont été développés précédemment. Absolument pas. Voilà. J'arrive, je viens de me connecter, donc il y a 2 minutes. Donc... Bon, je ne vais pas faire le résumé, mais disons, très rapidement, Christophe, si on se disait, il y a un marché énorme sur la GTB, il y a des aides C2E, il y a un besoin réglementaire qui est poussé par le décret tertiaire et le décret BACS. Et donc aujourd'hui, vous êtes de la FFIE, vous êtes un intégrateur électricien, et ce qu'on voulait, c'était avoir votre témoignage aujourd'hui sur la manière dont vous installez, parce que vous, c'est votre spécialité, hein, tout ce qui est réseau d'entreprise, les besoins des clients et comment vous installez ces éléments, et puis quelles sont les contraintes que vous rencontrez. Ok, donc Christophe Renaud, je suis le dirigeant de Realis. On est effectivement des électriciens spécialisés en courant faible et encore plus spécialisés dans l'installation d'infrastructures de réseaux informatiques et télécoms. Alors, pour planter le décor, je vous donne quelques mots-clés parce que ça parlera tout de suite beaucoup plus à tout le monde. Donc, nos mots-clés, ça va être le câblage VDI, câblage Ethernet, baie de brassage, fibre optique, switch, borne Wi-Fi, GTB, etc. Donc c'est voilà, juste pour bien comprendre notre positionnement. Donc je vais démarrer tout de suite par des bonnes nouvelles. Nous on se rend compte, alors là vous venez de le dire à l'instant, mais c'est que le marché est très soutenu, donc la demande est très forte. Donc on construit, comme vous l'aurez compris, les autoroutes qui permettront de faire passer toutes ces informations dont le système réclame une excellence. Et donc notre cœur de métier se passe principalement dans l'industrie, beaucoup d'entrepôts également, du tertiaire, en fait que des clients professionnels. Donc le marché est vraiment porteur. J'incite tous les confrères à venir nous rejoindre. Il y a du boulot pour tout le monde. Ça c'est la bonne nouvelle. Donc, alors pourquoi ce marché croît et en tout cas reste soutenu? C'est tout simplement dans l'industrie, on a énormément de besoins. Hein, donc l'industrie généralement c'est quand même très grand en termes de taille, de bâtiments, de surface au sol. Donc les réseaux sont assez gigantesques. Hein. Juste pour vous donner une idée, on travaille beaucoup avec le site de Nestlé
Perrier, donc les eaux minérales, gazeuses dans le sud de la France, et on a 100 baies informatiques. 100 baies informatiques, ça veut dire qu'il y a des rocades optiques qui relient toutes ces baies informatiques, il y a de la redondance, etc., etc. Au niveau des entrepôts, donc il y a énormément de logistique qui se développe depuis quand même pas mal d'années en France. Donc cette logistique a besoin de plus en plus de mobilité et donc tout est raccordé, tout est sur le réseau, donc que ce soit les caristes avec leur Fenwick, on va dire les besoins de scanner avec des douchettes, etc. Tout est sur le réseau informatique. Et aujourd'hui, donc, il y a des déploiements de bornes Wi-Fi assez gigantesques. Voilà. Donc ça, c'est pour plutôt la partie bonne nouvelle, la partie marché. Et moi, ce que je voudrais vous dire, c'est que oui, il y a du boulot, mais attention. Ces métiers-là demandent une rigueur importante et qui n'a fait que se renforcer ces dernières années parce que les clients sont en attente d'une qualité absolument irréprochable au niveau de leur réseau informatique. Donc, pour venir à ce marché-là, il suffit pas, je dirais, comme beaucoup peuvent le faire, de se dire, finalement, le câblage informatique, c'est pas grand-chose. On va le prendre, on va le mettre à notre catalogue de prestations possibles. Ça, on peut pas le faire sans avoir de la formation, sans avoir un investissement matériel. C'est régi par des normes qui sont très précises et si vous voulez, en tant que spécialiste, on intervient beaucoup en expertise, en conseil, en audit. Et malheureusement, quand on passe derrière des confrères, on s'aperçoit que rien n'a été respecté. Les cheminements, on sépare pas les courants forts des courants faibles, on raccorde pas selon les règles de l'art, on ne respecte pas les normes de test, les appareils sont pas calibrés, etc., etc. Donc j'insiste lourdement pour dire il faut y aller, chers confrères, il y a un marché. Mais par contre, il ne faut pas y venir en amateur, quoi. Il y a vraiment trop de malfaçons et je me tiens à la disposition des confrères pour donner des tuyaux ou aider à y aller, quoi, parce que c'est intéressant d'y aller aussi, quoi. Oui, Christophe, s'il y a ce manque de qualité, et puis on va en arriver au consuel, parce que là, vous passez la main presque au consuel, mais si on a ce manque de qualité, c'est des problèmes aussi, parce que ça veut dire que la donnée n'arrive pas au bout. Celle qu'on pensait arriver ou n'arrive pas en temps et en heure, et donc ça pose des problèmes sur les systèmes. Oui, alors c'est une très bonne question et en fait c'est un peu tout le cœur du problème, c'est-à-dire que la donnée elle arrivera finalement si c'est mal fait, elle peut arriver on va dire selon le degré de malfaçon, mais elle peut arriver. Par contre, elle n'arrivera pas dans les temps escomptés. Ça veut dire que pour l'utilisateur final, ça va générer des lenteurs. Les données vont arriver incomplètes. Le récepteur va dire je comprends pas ce que tu me dis. Renvoie-moi des trames que je comprenne. Et donc ça se traduit réellement par des lenteurs ou des dysfonctionnements, des micro-coupures, etc. Donc vous imaginez bien qu'en milieu industriel, quand on a des pannes de ce type, c'est vite l'enjeu financier est énorme. Donc c'est pas possible, quoi. L'exploitant a besoin. Donc le problème, et pour finir sur cette question, c'est que contrairement à un interrupteur qui fait on/off, ça marche ou ça marche pas, il y a de la lumière ou il n'y a pas de lumière. Le problème du réseau, c'est qu'on met des fois un certain temps à s'apercevoir que le câblage n'est pas fait comme il devrait être fait et il induit des malfaçons, des problèmes de lenteur. Merci Christophe, on va y revenir. Donc on a vu donc les décrets,
les systèmes qu'il faut connecter. Bon, après, il faut des réseaux. Là, c'est ces sujets que vous avez développés. Il faut des réseaux pour connecter l'ensemble de ces systèmes et puis que ça fonctionne et qu'on remonte les données. Et puis, donc, je tire le fil de cette première tour de table. Et donc, en termes de qualité, Arnaud, là, pour le consuel, je crois que vous avez aussi une présentation. Donc, Arnaud, vous allez la partager. En termes de qualité, on voit l'enjeu qu'il y a. Et ça, c'est votre sujet, Arnaud. Oui, tout à fait, tout à fait. Et donc, Consuel, Comité national pour la sécurité des usagers de l'électricité, principalement basé au niveau de la partie logement. Mais ce que nous, on a essayé de faire, justement, par rapport à toutes les problématiques qu'on a pu évoquer précédemment, c'est se mettre un peu dans le flux de la notion d'intégrateur électricien. Ils ne sont plus que des installateurs, mais qui sont vraiment des intégrateurs. Donc c'est pour ça qu'on a mis en place tout ce qui était lié à l'IRVE et tout ce qui était lié au photovoltaïque, et ainsi qu'également à tout ce qui est lié à la partie courant faible qui sont propres aux différents bâtiments. Donc on a toujours gardé notre aspect historique qui était lié à la télédistribution, ça c'est une chose. Après, on a essayé aussi, pour aider l'ensemble de nos partenaires intégrateurs, de rentrer aussi dans la partie fibre optique, parce que c'est un marché qu'ils peuvent faire, et comme disait Monsieur Reynaud, il faut être équipé pour correctement le faire. C'est pas juste je tire une fibre, je fais une soudure et puis on verra ce qui se passe. Tout se teste. Et aussi, et principalement, tout ce qui va être lié au réseau de communication, au réseau VDI qui sont propres aux bâtiments d'habitation et aux logements. Parce que ce n'est pas parce qu'on est dans un logement, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément un milieu de production pour son utilisateur, qu'il n'est pas en droit d'avoir une qualité de réseau qui lui permette vraiment de pouvoir profiter pleinement de son logement. Je prends toujours l'image d'une voiture. Vous prenez votre voiture actuellement, sur le tableau de bord, vous avez toutes les informations, votre vitesse, la température, tout ce qu'on veut. Et quand on arrive dans son logement, finalement, hormis l'interrupteur on-off, marche arrêt pour allumer la lumière, j'ai très très peu d'informations. Et aujourd'hui, avec tous les systèmes qui sont présents sur le marché, les IoT, etc., on peut vraiment réussir à faire en sorte d'avoir un logement qui soit utile, agréable, et surtout avoir différentes remontées d'informations pour vraiment savoir où on en est dans son logement. Donc ça peut être la partie intérieure au logement, et aussi pour les bailleurs, connaître l'état de leur bâti. Est-ce que tous mes systèmes fonctionnent correctement? Est-ce que mon système de chauffage en partie commune, il ne fait pas trop chaud? Est-ce que mes pompes de relevage fonctionnent bien, etc., etc. Donc là, on est vraiment essayé de Consuel, on a bientôt 60 ans d'existence, on essaie vraiment d'apporter cette aide à l'ensemble de la filière. Parce qu'on travaille systématiquement sur le cercle vertueux, compétences, des installateurs, intégrateurs qui sont qualifiés et formés. La pérennité des installations, à savoir qu'une installation bien réalisée, qui correspond à la réglementation, qui a été bien faite, elle va tenir dans le temps. Et la satisfaction, surtout la satisfaction de la personne qui veut utiliser le réseau. On ne crée pas un réseau juste pour le faire. On crée un réseau pour qu'il apporte des services. Et pour que ces services soient fonctionnels, il faut qu'ils soient bien faits et qu'ils fonctionnent. Donc là, moi, je vais plus me baser sur la partie logement, qui est comme un des secteurs qui est plus dans mes propos. C'est que, historiquement parlant, dès qu'on parlait de VDI, de réseau informatique, etc., c'était plutôt axé sur l'aspect pro. On informatisait pour automatiser les choses, pour améliorer des fonctionnements, des process, pour un peu améliorer le rendement de toutes choses qu'on faisait en usage professionnel. Et au fur et à mesure, et c'est arrivé au niveau du secteur un peu public, et les gens, avec l'arrivée des smartphones, commençaient à avoir des services. Et ces services, on en voulait toujours plus. Donc de là, on améliore les fonctions, mais on se rend compte qu'au bout d'un moment, c'est les technologies qui doivent évoluer. Et puis vu que les technologies évoluent, je rajoute des fonctions. Et vu que je rajoute des fonctions, l'utilisateur en demande plus, etc., etc. Donc on est arrivé dans un cercle, dans le triptyque fonction utilisateur technologie, où c'est l'utilisateur qui en demande de plus en plus. Donc, les développeurs informatiques, ils essaient de créer de plus en plus de fonctions. Et quand on n'arrive pas à arriver à certaines fonctionnalités, on crée des nouvelles technologies
pour arriver à satisfaire l'utilisateur. Et tout ça, dans le logement, c'est un petit peu ce qui est de plus en plus demandé par beaucoup, c'est quelle est ma température, est-ce que mes lumières sont allumées, est-ce que mes volets roulants sont ouverts, sont fermés, est-ce que mon système de chauffage est OK, etc., etc. Je peux avoir des retours d'informations au niveau vraiment de mon logement pour savoir vraiment dans quel état il est. Et il est en état de fonctionnement. Pour arriver à tout ça, il y a tout un paquet de normes et qui sont toutes interdépendantes. C'est-à-dire qu'il n'y en a aucune qui contredit l'autre. C'est chacune va mettre bien le point sur certains sujets. Et l'avantage d'avoir une maîtrise de tous ces sujets, c'est de pouvoir comprendre le raisonnement. Et surtout, quand je suis sur un cas type, je prends la norme qui correspond au sujet que je souhaite aborder. Et elles sont toutes imbriquées les unes dans les autres quelque part. Et parce qu'il faut, pour avoir des systèmes ouverts, il faut des systèmes normés. Parce qu'un système qui n'est pas normé, il ne peut pas être ouvert, vu que personne ne saura l'utiliser derrière. Et donc, tous ces systèmes qui sont mis en place actuellement, ils permettent de faire que tout puisse communiquer. On obtient ce qu'on appelle les TIC, les technologies de l'information et de la communication. Et aujourd'hui, le numérique dans le bâtiment est vraiment devenu un quatrième fluide. Aujourd'hui, je prends toujours l'image de je suis en télétravail, j'ai pas de réseau, je fais comment? J'ai pas de chauffage, je peux le faire, ça peut à peu près passer, mais si je peux pas me connecter à Internet, je peux avoir du mal à faire des achats en ligne, du divertissement, etc. Donc aujourd'hui, vraiment le flux, la data est vraiment devenu quelque chose de primordial dans le logement. Et franchement, notre vision vraiment à court terme, c'est que vraiment la sécurité d'accès au numérique, alors je ne parle pas de la sécurité du numérique, de la data, mais cette sécurisation pour accéder à ces éléments numériques va devenir un sujet tout aussi important que la sécurité électrique à proprement parler. Aujourd'hui, avoir de l'électricité et avoir plus Internet, plus rien, ça bloque beaucoup, ça nous bloque vraiment dans notre vie de tous les jours. Donc, je reprends un peu les propos de tout à chacun. C'est vraiment la réglementation encadre les choses, comment doivent être réalisées les choses. La formation structure, parce que si on n'est pas formé, on ne comprendra pas la réglementation et surtout on ne saura pas faire. Et là, c'est vraiment la vérification valide. C'est je fais une installation, elle doit être vérifiée. C'est pas au petit bonheur la chance ou tiens, ça a l'air de fonctionner, ça ira bien. Non, il y a des normes, il y a des tests à faire, il y a des protocoles à respecter. Et il faut aller jusqu'au bout. Une image qui revient assez souvent, c'est je le fais une fois. J'ai fait mon installation, elle est posée, vérifiée, validée, elle peut être remise à mon client final. Et c'est pas et le principe c'est mon client qui va m'appeler pour me dire ça marche pas ce que j'ai fait. C'est pas forcément ce qui est de plus pertinent. Donc moi, en tant qu'organisme neutre et indépendant, je peux apporter cette preuve de confiance au sein de la partie bâtiment, d'habitation. Ce qu'il faut aussi bien voir, c'est que dans le résidentiel, et on peut même un peu étendre au petit tertiaire, au petit bureau, etc., c'est qu'aujourd'hui, c'est vraiment une globalité à prendre en considération. Ça va vraiment de la chambre de tirage qui est présente dans la rue jusqu'au bout de la prise RJ45 qui sera utilisée dans le logement. Et ça, via différentes technologies. De ma rue, j'ai toute une infrastructure fibre optique à déployer. Après, j'ai toutes mes colonnes aussi à déployer. J'ai ma liaison de mes colonnes à mon logement. Et une fois que je suis dans mon logement, je vais faire ma distribution. Et une fois que j'ai bien réussi à tout distribuer, je peux me connecter pour obtenir mes services. Et il suffit que j'ai un seul point de coupure, un seul point qui soit mal fait, ça ne fonctionnera pas. Et surtout, c'est l'expérience utilisateur qui ne sera pas bonne. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment avoir une vision globale de tout ce qui peut être lié à cette transmission de l'information. C'est qu'il y a des chaînes, il faut vraiment qu'elles soient vérifiées de part en part, de bout en bout. Donc, je pense vraiment qu'un des parents pauvres actuellement, c'est tout ce qui va être un peu les bâtiments connectés. Parce qu'aujourd'hui, on en met de plus en plus dans les bâtiments. On met très peu de retours d'informations.
L'éclairage, on est toujours au capteur, je passe, ça fait clic, on met une temporisation, puis ça va s'éteindre si ça détecte plus personne. Alors qu'on pourrait avoir vraiment des gestions beaucoup plus performantes de tout ce qui va être lié à l'éclairage. Est-ce que j'ai la température qui est présente au niveau de mes parties communes, la gestion de mes bornes IRVE, est-ce que j'ai de la place? Par exemple, je reprends le cas des IRVE, est-ce que j'ai de la place de disponible? Est-ce qu'elles fonctionnent toutes? Est-ce que je peux remettre un peu en autoconso? Enfin, il y a tout un tas de systèmes qui pourraient être mis en place au niveau des bâtiments d'habitation et aujourd'hui qui n'y sont pas. Donc là, pour le bâtiment d'habitation, on peut faire des reports d'informations pour vérifier, comme je disais, certains éléments de sécurité. Mon contrôle d'accès, est-ce que mes éléments de sûreté sont toujours fonctionnels ou pas? On peut prendre le cas qu'on a, je ne sais pas si vous avez entendu cet été, sur des vols de carte SIM au niveau des ascenseurs. Résultat, plus de carte SIM, plus d'ascenseur. Et quand on habite au R+10, ça peut être assez compliqué. Alors que si on était passé sur un réseau filaire parfaitement sécurisé et correctement réalisé, on n'aurait jamais eu ces problèmes. Donc voilà, je pense vraiment qu'il y a ce qu'on peut faire aujourd'hui rapidement, simplement, à moindre coût, mais est-ce que finalement, dans le temps, ce qui est réalisé permet vraiment d'assurer le service qui est voulu? Et surtout, c'est que demain va arriver la Smart City, parce que gérer les énergies, c'est bien beau, mais j'en fais quoi une fois que je les ai économisées ou que je les ai gérées? Est-ce que je reste toujours sur mon bâtiment ou est-ce que je commence un peu à réfléchir à mon îlot en faisant toute cette gestion de data? Et donc, cette notion d'infrastructure qui est bien connue, de superstructure, le bâtiment à proprement, et une notion de cyberstructure qui demain, je vais avoir ma data, qui va être mon cinquième fluide, et demain, j'en fais quoi? Comment je l'utilise? Qu'est-ce que j'en fais derrière pour que les utilisateurs de mes bâtiments, déjà, il y a l'aspect financier, consomme moins. 2, si je consomme un peu moins, est-ce que je peux mieux répartir cette énergie? Et 3, je peux avoir des retours d'informations pour faire du prédictif plutôt que... je peux faire de la maintenance préventive plutôt que de faire de la maintenance curative. Donc, je peux assurer plus de services demain aux occupants de ces bâtiments. Oui. En termes de conformité, oui. Est-ce que vous avez des retours d'expérience sur les conformités, alors, puisque vous faites des contrôles, hein, vous avez quelques chiffres à nous donner? Alors peut-être c'est sur la diapo d'après sur lequel vous avez des chiffres? Non, je ne mets pas de chiffres parce que franchement, comment dire, je reprends les propos de M. Reynaud. C'est déjà quand j'ai le bon câble, maintenant en logement, je suis content. Après qu'il soit bien câblé, c'est bien. Enfin, c'est tout un ensemble. Mais qu'est-ce que vous voulez dire par là, Arnaud, que c'est catastrophique. Finalement, souvent, il n'y a pas le bon câble qui est installé, c'est ça? Alors, c'est pas le bon câble. Alors, si on fait du neuf, le pieuviste, il leur a mis le bon câble, mais ils n'ont pas mis la bonne prise, ou ils n'ont pas mis le bon coffret, ou ils l'ont mal câblé, ou ils ont croisé des... Oui, j'ai pas le repérage de la bonne prise, c'est-à-dire que moi, je prends un utilisateur, excusez-moi, comme on dit, Madame Michu, elle va arriver devant son tableau de communication, il y a écrit 1, ça attend à ce que la prise où il y a écrit 1, ça corresponde, par exemple. Donc c'est tout un ensemble qui n'est pas vraiment correctement réalisé au sein du logement. Et finalement, d'une infrastructure qui pourrait être très performante, on se retrouve très souvent à avoir une box qui arrive, je la branche, j'active le Wi-Fi, puis je fais tout en Wi-Fi. Ouais. Alors que ce n'est pas du tout l'idée. Oui. Donc là, ce qu'on fait comme constat, alors on va continuer. Merci Arnaud, là, je crois que vous avez terminé pour votre présentation. Oui, tout à fait. Merci. Là, on fait le constat, donc du coup, que dans le tertiaire, il y a encore des progrès à faire. C'est ce que développait comme propos Christophe Renaud. Il y a aussi des choses à faire dans le logement. Alors, et puis on va aborder un dernier point avec vous, David, sur lequel vous attendiez comme ça, gentiment avec nous. C'est qu'effectivement, il y a cette notion de cybersécurité. Et ça, c'est un sujet que vous connaissez particulièrement parce que, effectivement, on a des réseaux, on installe des réseaux, plus ou moins, ce que j'ai entendu, plus ou moins bien, mais enfin, il y a une montée en compétences. Et donc, ça, c'est le travail de la fédération aussi pour faire monter en compétences tous ces intégrateurs électriciens. Et il y a des nouveaux équipements qu'on branche. Et donc, il ne faut pas qu'il y ait des failles de sécurité avec tous ces nouveaux systèmes.
Tout à fait. Alors, bonjour à tous. Alors c'est très intéressant parce que au travers finalement de ces présentations auxquelles on a assisté, il y a des mots-clés qui sont revenus et qui sonnent très fort en termes de cybersécurité. On a parlé réseau. On a parlé connectivité, j'ai même vu cyberdata du bâtiment, smart building, et finalement on revient à la data, à la donnée, et c'est un sujet qui touche bien entendu ce que nous appelons la cybersécurité, qui est un sujet extrêmement large, puisque la cybersécurité, ça regroupe énormément de choses. Et aujourd'hui, on est là pour parler plus particulièrement, bien sûr, des bâtiments. Et j'ai entendu avec attention également l'intervention de M. Renaud qui parlait du câblage avec des baies de stockage, des baies informatiques, etc. Et là, on est vraiment, et on touche du doigt entre les professionnels ou les particuliers, la problématique de la cybersécurité. Alors, pour peut-être revenir un peu plus et prolonger un petit peu ce qui a été dit, on va essayer de dégager 3 grands axes de manière assez simple pour que ça reste compréhensible par la majorité des personnes qui nous suivent. Le premier axe, c'est la problématique des réseaux en tant que tels. Donc un réseau, vous en parlez très bien, mais c'est un réseau certes qui peut être un réseau électrique, mais aussi un réseau informatique. Or, il ne faut pas oublier que le transfert de la donnée se fait par des réseaux. Et si l'on pensait qu'il n'y a que le câblage informatique qui permet de transférer la donnée, eh bien en fait, il faut quand même se remémorer qu'aujourd'hui, on fait passer ce qu'on appelle des réseaux LAN, donc des transferts de données, par les réseaux électriques, notamment. Et alors, en fait, on se retrouve sur un point de convergence entre tout ce qui est lié au câblage ou au réseau électrique et au transfert de la donnée qu'il faut sécuriser. Donc, bien entendu, nous, on va parler cybersécurité des réseaux. Alors, des exemples simples, on l'a vu ici avec, par exemple, les baies de stockage, les données, les ascenseurs. Donc, je vais revenir sur ces sujets un peu plus tard, mais la partie réseau, c'est finalement un réseau informatique. Et quand on parle de collecte de données à distance, quand on parle de télépilotage, quand on parle finalement de maîtrise, éventuellement même des données à distance professionnelles ou personnelles, c'est-à-dire des particuliers, eh bien finalement on va maîtriser de la donnée, on va avoir accès à certaines données par les réseaux. Ces réseaux, je commençais à l'évoquer, alors je vais donner des exemples beaucoup plus concrets. Sur la partie électrique, tout le monde connaît à peu près ce qu'on appelle le CPL. Donc aujourd'hui, on utilise donc ce qu'on appelle le courant porteur de LAN, donc de ligne, qui permet en fait de faire passer du réseau informatique sur du courant électrique. Donc aujourd'hui, on sait très bien le faire. Je pense qu'on le retrouve peut-être avec les compteurs Linky. Tout le monde aujourd'hui quasiment a un compteur Linky. Ces compteurs Linky font passer de la data informatique. Il me semble qu'il y avait dans les projets de l'administration de pouvoir contrôler même au travers de ces compteurs Linky l'usage que l'on fait du courant. C'est-à-dire que l'on va être capable de définir si le courant électrique que l'on a chez soi, il est utilisé pour du chauffage, pour sa plaque de cuisson, pour charger son véhicule ou pour autre chose. Et ça ouvre d'autres problématiques, des problématiques réglementaires, etc. Mais il faut bien être conscient que sur ces sujets-là, les réseaux, donc les réseaux électriques en l'occurrence, vont être les porteurs de la donnée qui va finalement être le quotidien de chacun d'entre nous. Donc, je prenais cet exemple du CPL parce que je le trouvais intéressant au regard, finalement, des professions qui sont les vôtres. On peut parler également de ce qu'on appelle de mémoire les LiFi, donc c'est-à-dire également le Wi-Fi par la lumière, donc c'est également électrique. Vous savez qu'aujourd'hui, on peut avoir des ampoules spéciales avec des connecteurs branchés sur les portables et on peut avoir du Wi-Fi, notamment par
ces réseaux électriques, donc par la lumière en l'occurrence. Alors ça pose de gros problèmes de cybersécurité, parce qu'effectivement, il suffit que quelqu'un à côté ait aussi un connecteur, donc il peut avoir aussi le signal, mais indépendamment de ça, ce sont des choses qu'il va falloir maîtriser, qu'il faut maîtriser et qu'il faut surtout sécuriser. Et donc, en fait, il y a une responsabilité, à mon sens, assez forte des installateurs. Et là, j'étais assez étonné d'entendre, je crois, M. Alexandre qui disait que les prises ne sont pas conformes, etc. Parce qu'aujourd'hui, quand on fait des tests de cybersécurité dans essentiellement des entreprises, parce que les particuliers ne le demandent que très peu, mais quand on fait des tests de cybersécurité dans les entreprises, une des choses que l'on vérifie, ce sont plutôt les prises d'accès réseau. Et les spécialistes, les auditeurs de cybersécurité, ils viennent avec leur portable, et puis ils voient une prise qui traîne, ils se pluguent dessus, et ils voient jusqu'où ils peuvent rentrer dans le réseau. Et très souvent, ils vont très loin. C'est-à-dire que par le biais de ces fameuses prises réseau, eh bien, on peut accéder à tout le réseau de l'entreprise, voire au réseau des partenaires. Vous voulez dire que quand vous faites un audit, vous vous mettez à la place du hacker et tac, on se branche et jusqu'où je peux aller, quoi. Ça s'appelle des tests de pénétration. Je ne rentre pas dans les détails techniques, mais c'est pour souligner en fait l'importance de ces réseaux et en l'occurrence de ces réseaux qui sont portés par le câblage et par l'électricité. Mais du coup, alors, là, je connais moins le sujet que vous, mais ça veut dire que sur un réseau électrique, il peut y avoir des mêmes failles de sécurité, c'est-à-dire qu'on se branche de la même manière, c'est ce que vous décriviez. Si le réseau il passe sur le réseau électrique, du coup... À partir du moment où on va décliner un réseau informatique sur un réseau électrique, eh bien forcément, la data va pouvoir passer. Et donc, on va pouvoir accéder à cette data. Je vais juste rebondir, mais on y revient. Mais juste rebondir, Christophe. Est-ce que ça vous arrive, Christophe, là, de brancher effectivement des réseaux sur des réseaux électriques, je parle dans les industries, dans les grosses infrastructures sur lesquelles vous développez des réseaux? Oui, alors ça me permet de régir sur 2 points. Donc le CPL, c'est une technologie qui finalement est très ancienne maintenant, mais qui est très peu répandue. Donc on va dire c'est pas une technologie qui a vraiment pris, en tout cas pour transférer de la data. Je voulais également intervenir la suite, pour compléter ce que disait M. Alexandre. Il y a un élément aussi, ça m'a fait penser, qui est extrêmement important, où on a la convergence de 2 mondes aussi, c'est effectivement le courant fort et le courant faible, mais plutôt par le PoE. Donc là, c'est un peu l'inverse, c'est le câble de données, le câble Ethernet, qui fait passer de la puissance électrique. Donc ça, ça remonte à quelques années, mais ça se développe fortement. Et donc, c'est quelque chose aussi à prendre en compte aujourd'hui dans la qualité des réseaux, puisque qui dit puissance électrique qui passe dans un câble Ethernet, un câble réseau, il y a tout un tas de recommandations et de tests à faire également. Et le Consuel devrait s'en emparer, bien que ce soit moins répandu dans le résidentiel, mais il est fort à parier que ça va aussi générer des usages, parce que, et j'en m'en arrêterai là, mais pour vous, depuis que ça a démarré, le PoE, Power over Ethernet, on est aujourd'hui sur des puissances théoriques à 100 watts par port. Alors en réalité, on est plutôt sur du 70 watts, mais vous imaginez tous les nouveaux usages qui sont en train de se développer avec ce câble qui peut aussi faire passer de la puissance. Et donc, risque d'échauffement, risque de micro-contact et donc de court-circuit, voire de feu dans des bâtiments. Donc il y a tout un tas de normes et de réglementations qui se mettent en place. Et là, il y a des confrères qui tout ça, c'est encore de la science-fiction pour eux, mais il va falloir y venir, quoi. Oui, David, alors si on continue, si on tire on a parlé réseau, si on tire le fil, maintenant il y a les Oui, je continue. Alors, je remercie M. Renaud, je n'ai pas voulu rentrer dans les détails des PoE, parce qu'effectivement, aujourd'hui, et ça revenait, j'ai donné l'exemple du CPL pour que ce soit intelligible par tous, mais effectivement, et ce que je voulais souligner, c'était la convergence entre réseau informatique et réseau électrique. Le deuxième point qui est intéressant, c'est tous ces systèmes IoT.
Et l'IoT, alors nous, dans le jargon informatique, on parle d'IoT, mais ce sont les objets connectés. Et ces objets connectés, vous en avez très bien parlé, avec les ascenseurs, avec tout un tas d'équipements qu'on a aujourd'hui dans les bâtiments. On le voit également avec ce que nous, on appelle les cyberattaques. Et je prendrai quelques exemples qui ont défrayé la chronique, où on a vu, par exemple, dans un hôtel bien connu, toutes les portes des chambres des occupants qui étaient verrouillées par des hackers. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas laissé les gens entrer ou sortir de l'hôtel. On l'a vu aussi avec les hôpitaux. On l'a vu avec des chambres de refroidissement, donc des chambres froides qui avaient été déconnectées. Et donc, là, il y a des enjeux financiers là, colossaux. Là. C'est des enjeux financiers colossaux. Vous parliez tout à l'heure des cartes SIM ascenseurs et vous disiez peut-être les remplacer par du filaire, mais le filaire se hack aussi. Donc finalement, en fait, on rejoint toujours cette partie, et quand on parle de smart building, eh bien finalement, cette notion de cybersécurité, elle est extrêmement importante et à mon sens, elle doit être prise en compte à la source. C'est-à-dire qu'il va falloir à un moment réfléchir, à partir du moment où on va déployer des réseaux, à la manière dont ils sont sécurisés et surtout à la manière dont on va pouvoir y accéder, soit par les fabricants, mais c'est surtout par les installateurs et les mainteneurs, parce que derrière toute cette partie maintenance, ça crée beaucoup de failles de cybersécurité. On le voit, et alors je prends des exemples simples parce que je peux rentrer dans des choses plus compliquées, mais des choses qui sont compréhensibles par tous. Je parlais des portes d'entrée dans les hôtels, mais les réseaux de vidéosurveillance. Ce sont chacun aujourd'hui, beaucoup d'entreprises installent des systèmes de vidéosurveillance. On fait appel à un prestataire, il installe un système de réseau de vidéosurveillance. On met le serveur derrière le comptoir d'accueil. Et puis, c'est branché sur la prise électrique. Et en fait, ce sont des vecteurs de cyberattaque extrêmement forts parce que attaquer un système de vidéosurveillance, s'il n'est pas protégé, ça vous donne accès à l'intégralité de l'entreprise ou du périmètre qui est sécurisé. Je poursuis un instant. Les systèmes de badge, de la même manière, on peut, grâce au piratage de systèmes électriques, on peut arriver à accéder finalement à toute la partie RFID. Et on peut très bien reproduire à distance, en fait, des codes d'accès en passant par les systèmes RFID, donc les systèmes électromagnétiques avec de l'électricité. Donc ça, c'est la partie IoT. Pour ceux qui visualisent pas bien, il faut comprendre que la difficulté de pilotage de ces systèmes d'IoT, c'est en fait de pouvoir contrôler l'état d'un système connecté. Je prends un exemple très simple, c'est une ampoule connectée, une ampoule électrique connectée. On peut à la limite savoir si on a donné une instruction pour le changement d'état, mais il est extrêmement difficile de savoir si l'ampoule elle est allumée ou éteinte, si on n'a pas un autre système qui va le détecter. Et ça, c'est assez compliqué à gérer. Alors, j'ai pris cet exemple parce qu'il est parlant, mais on a beaucoup de systèmes connectés où, en fait, on est un petit peu démuni en termes de cybersécurité pour savoir s'il y a eu une instruction malveillante qui a été donnée pour changer le statut, finalement, de cet objet connecté. Oui. Et donc ça, c'était le deuxième thème. On connaît tous, là je donne un exemple, alors du coup, la caméra sur l'ordinateur sur lequel on met quelque chose, un cache. On met un cache, généralement. Parce qu'on ne sait pas trop si c'est ouvert ou pas ouvert. Disons qu'on peut très bien activer la caméra sur un PC portable sans allumer cette petite loupiote que vous avez qui indique que votre caméra est allumée. C'est très facile à faire. Pardon, allez-y. Non, je vais faire juste rebondir. Après, on a un dernier point, c'est les data, mais je vais faire juste rebondir, Joël, là, sur la partie équipement, parce que là on parle je crois qu'il y a un terme qui s'appelle Security by Design, Joël, et donc est-ce que vous travaillez sur ces sujets avec les industriels ? Je doute pas que mes adhérents travaillent sur ça. En fait, l'inquiétude globale, en tout cas l'attention qu'on a plus globalement sur la GTB, c'est que les malfaçons dans un secteur où il y avait un taux de pénétration relativement faible, finalement, est-ce que c'est grave? Oui. Est-ce que c'est très très grave? Peut-être pas, parce que il y a peu de visibilité. Aujourd'hui, les GTB vont être
vont être amenés à se déployer massivement. Et donc, du coup, auprès d'un public qui, comme ça a été dit très justement, ne connaît pas très bien le sujet de la cybersécurité. Alors nous, on appelle, enfin, la cyber OT, parce que nous, on est plutôt sur le côté. Donc, en gros, on peut hacker un système informatique. On peut aussi hacker des automates. Nous, on a travaillé sur l'exemple des hôpitaux. On peut dérégler des systèmes pour faire des scanners, pour faire la radiologie. Dans le pire des cas, on peut effectivement irradier quelqu'un de manière trop forte. Donc, mais ça, c'est une vraie culture à inculquer aux utilisateurs, et c'est pas simple parce que cette expertise, elle est pas si fréquente, y compris dans le monde des fournisseurs. Donc on revient sur des sujets de compétences. Il y a tout un monde à construire en matière de disponibilité de la compétence. Oui. Donc on va y revenir. Donc ensuite pour la data, parce la troisième thématique que je voulais évoquer, c'était finalement la data. Ouais, parce qu'on voit les scandales qu'il y a aussi de fait. vol de data. On parlait des hôpitaux, Oui, tout à fait. Et on l'évoquait tout à l'heure avec cette collecte des données sur des plateformes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des plateformes qui vont collecter l'intégralité des données de ces smart buildings. Donc on va collecter. Alors ça démarre par les intégrateurs, les installateurs intégrateurs que vous représentez, puisque finalement, quelque part, ils ont les plans de ces bâtiments. Et donc il faut aussi qu'ils se sécurisent de manière à ce que ces plans, avec tous les schémas finalement des réseaux électriques et informatiques, ne disparaissent pas, parce que ça donne quand même des pistes très sérieuses pour pouvoir aller pirater ces systèmes-là. Mais au-delà de ça, derrière toute cette donnée qui est collectée, il faut s'assurer qu'elle soit collectée de manière, j'allais dire, sécurisée, et qu'elle soit aussi stockée de manière sécurisée. Parce qu'aujourd'hui, on constitue beaucoup... de data lake, donc des data lakes, ce sont des espèces de grands centres où il y a toutes les données qu'on veut bien collecter, mais la donnée, alors on peut la pirater dans ces data lakes s'ils ne sont pas bien sécurisés, mais c'est surtout qu'on peut la pirater au travers des sous-traitants, au travers de toute la chaîne finalement qui a accès à cette donnée. Et même si on l'a vu avec des exemples très fameux, là, Microsoft s'est fait pirater récemment sur son cloud, mais même les meilleurs se font pirater. Et moi, en tant qu'entreprise, je fais confiance à un tiers pour stocker mes données. Il peut se faire pirater aussi. Aujourd'hui, on ne peut pas garantir à 100% la cybersécurité. On peut s'engager sur des obligations, on va dire, de moyens. Mais les hackers ayant, par définition, un coup d'avance, puisqu'on est toujours à courir après pour essayer de fermer les brèches, c'est-à-dire que cette problématique de collecte des données, il faut absolument pouvoir l'appréhender, il faut pouvoir la traiter, et il faut savoir en fait qu'est-ce qu'on va faire avec cette donnée et où est-ce qu'elle va partir. Ouais. Pascal, je voulais vous faire réagir sur ce sujet, parce que finalement, ces nouveaux métiers, on voit avec la GTB, toutes les conséquences, les réseaux, les datas, ça fait que les électriciens, ce sont ces nouveaux métiers, mais c'est des nouvelles équipes aussi à mettre en œuvre avec des nouvelles cultures. Donc, et c'est ce qu'on disait, ça passe par du recrutement, et c'est plus l'électricien tel qu'on le connaissait avant, dans ces équipes-là, c'est des ingénieurs. Oui, c'est des ingénieurs, des développeurs, et surtout, en fait, des bonnes pratiques à pousser dans l'entreprise, parce que la gestion des accès et des codes d'accès, vous savez, dans une entreprise, il y a un certain turnover aussi. Il y a des techniciens qui viennent, qui repartent avec des codes d'accès, et la sécurité n'est plus assurée. Donc, il faut, avec les industriels, trouver des moyens pour sécuriser dans l'entreprise les données pour éviter qu'elles partent ailleurs. Donc ça, c'est important, à la manière des doubles sécurités, comme on le voit aujourd'hui chez les grandes industries informatiques. Même si elles arrivent à se faire hacker, il faut quand même qu'on monte d'un cran la vigilance, et que le simple code d'accès ne suffise plus, et qu'on ait des doubles sécurités par smartphone, enfin voilà, des combinaisons de codes pour pouvoir garantir à nos clients en fait que leur sécurité est préservée. Moi, je vois aussi beaucoup de systèmes, parce qu'on a un petit labo où on teste dans un domaine qui est quand même un peu plus anodin, c'est les bornes de charge.
beaucoup de bornes de charge en fait qui essaient de communiquer à l'extérieur en fait. On fait un scan de tout du protocole et des ports et on voit que il y a beaucoup de produits en fait qui essaient de se connecter. Des fois, moi j'en ai vu sur des serveurs exotiques. C'est quand même aussi inquiétant parce que ça veut dire que c'est un contrôle ou des données qui s'échappent en fait sans que l'installateur ne soit au courant. Donc j'appelle à la vigilance et je pense qu'il faut que au niveau de la filière on s'assure, enfin je sais pas comment on peut faire, on a une échelle de 1 à 5 pour la gestion, le critère énergétique. Il faudrait qu'on ait un peu la même chose pour la cybersécurité et qu'on puisse tester avant de commercialiser quand on importe un produit par exemple qui vient hors de l'Europe, de tester si il essaie de se connecter à quelque chose ou pas. Parce que c'est quand même, on le vit tous les jours. C'est pas de la science-fiction. C'est quand même un préoccupant et qu'il faut qu'on tous ensemble, on arrive à bien savoir quels sont les produits dangereux ou pas. À l'image de chez vous, si vous achetez un produit connecté, s'il se connecte et qu'en même temps il prend des photos et il envoie ses photos sur un cloud, ça va pas vous plaire. Écoutez, dans l'entreprise, c'est un peu pareil. Il faut qu'on soit très vigilant à ces systèmes qu'on est amené à mettre sur les réseaux. Et puis pour finir, 98% des clients quand même ont des bons réflexes. Ils essaient quand même de bien cloisonner les réseaux et que quand on a des nouveaux équipements à installer, généralement ils nous demandent d'avoir un réseau à part entre guillemets, ce qui évite à l'informaticien de se tirer, d'avoir des sueurs froides et de mélanger finalement des usages sur un même câble. Quand c'est possible, beaucoup de clients souhaitent faire comme ça. Oui. François, chez Rexel, là, finalement, est-ce que vous faites des audits sur les matériels que vous vendez, la plateforme que vous avez, que vous diffusez? Est-ce que vous gérez cette partie cybersécurité? Oui, bien sûr, ça fait partie des choses qui sont testées régulièrement. On a des procédures de test fréquentes, mensuelles, sur les capacités de pénétration qu'il y a. On s'appuie, comme vous le disiez, sur aussi le savoir-faire des grandes plateformes. Même si elles se font hacker, elles sont quand même plus à la pointe en général que nos métiers d'installateurs sur le hacking et ces choses-là. Donc, on s'appuie aussi sur la capacité à empêcher la pénétration et puis surtout sur le stackage de la donnée. On veille à la splitter en plusieurs morceaux et tout ce qui est base de données à les crypter pour faire en sorte que la donnée ne soit pas facilement exploitable par n'importe qui. David, est-ce qu'il faut finalement le conseil qu'il faudrait peut-être donner sur cette cybersécurité? On arrive au terme de la conférence, on avait dit qu'on arrêterait à 11h. Il nous reste quelques minutes. Est-ce que c'est pas de dire, une fois que vous, intégrateurs, il y a deux gestes peut-être à opérer, c'est vous, intégrateurs, une fois que vous avez installé un bâtiment ou au moment où vous allez installer un bâtiment, faites un audit de cybersécurité. Pour deux raisons, ça va vous permettre de déceler les failles qu'il pourrait y avoir et puis de monter en compétence aussi. Alors oui, mais j'essaie de rester très, comment dirais-je, très pragmatique. La cybersécurité, c'est un métier, tout le monde ne peut pas faire de la cybersécurité et dire à des installateurs, écoutez, commencez à faire des audits, ça me paraît pas être le... Non, je disais vous. Oui, non, mais alors dans l'absolu, vous prêchez un convaincu, il faudrait faire des audits de tout et surveiller tout, mais à ce moment-là, je pense aussi que c'est pas non plus forcément une possibilité. En revanche, il y a des choses, il y a des gestes simples à faire. On le voit quand on fait des installations d'équipements, généralement les équipements viennent avec des mots de passe par défaut. Déjà, le premier geste, c'est systématiquement changer les mots de passe par défaut. C'est un des plus gros vecteurs d'attaque sur les systèmes connectés. Ce sont les mots de passe par défaut qui sont partout sur Internet. Je pense pas qu'à l'électricité, mais vous prenez n'importe quel système industriel qui est vendu en masse, les véhicules... Tous les systèmes industriels, vous avez des mots de passe par défaut. Et donc, en fait, ces mots de passe par défaut, en fait, c'est très facile de rentrer dans un système avec le mot de passe par défaut. Donc, peut-être déjà juste un conseil simple, changer le mot de passe par défaut, déjà, ce sera une étape importante. C'est niveau 1, mais efficace. On va dire que déjà, s'il y a un mot de passe, c'est comme quand vous avez une serrure à une porte, plutôt que d'en mettre deux. Déjà, si vous en avez une, c'est bien, plutôt que de ne pas avoir de serrure du tout.
Joël avait levé la main. Joël, une petite réaction? Oui, non, là, ça fait quelques minutes qu'on passe sur les risques liés à la cybersécurité. C'est intéressant d'insister sur le fait que les données en matière de pilotage, ça apporte plein de choses et plein de nouveaux services. La vraie importance, c'est que le secteur en fait considère la cybersécurité comme elle considère je sais pas moi, l'accès physique au bâtiment, les données de l'extérieur. Alors il y avait un autre webinaire d'une petite PME qui s'appelait RTE aujourd'hui, qui parlait notamment des sujets de flexibilité énergétique. Bon, on a eu l'occasion d'en discuter avec la FFIE pendant de longs mois. On peut, grâce à des données extérieures, développer plein de choses, typiquement que le bâtiment rende service au réseau en cas de tension, que ce soit sur la production ou sur la demande. Mais le pire, en fait, en tout cas, c'est plutôt des témoignages de mes adhérents, mais certains DSI qui vraiment des projets qui sont très très verrouillés sur les aspects de cybersécurité et qui se coupent en fait de toutes les potentialités des outils de pilotage. Et c'est dommage. Voilà, donc il y a un juste équilibre, c'est ce que voulait dire Joël, entre cybersécurité et fonctionnalités qu'on peut développer. C'est tout à fait naturel. Voilà, on arrive au terme de cette conférence. Arnaud, je suis désolé, on va être obligé de terminer. On peut applaudir les conférenciers là qui sont avec nous. Merci à vous.